bonsoir et merci d'être venu aujourd'hui, ce soir. Alors, Monsieur Valérie Coquin, qui est voilà, qui est dans l'audience. Alors, il est historien, écrivain et diplômé de Sciences Po. Il est originaire d'ici, de Croix, et il a un intérêt pour Onassis et son destin unique, en fait, c'est devenu un personnage, bon, via aussi la mythoplasie, je ne sais pas si on dirait en français mythoplasie en fait, mais il y a eu tout un mythe qui s'est créé autour de lui grâce aussi au cinéma, grâce ou à cause du cinéma américain et de la culture anglo-saxonne. Alors on a tous une idée de ce que est ce personnage, on a entendu des histoires, mais alors vous allez nous éclairer encore plus peut-être sur sa vraie âme grecque ou voir un autre aspect que peut-être qu'on n'a pas encore connu. Ça c'est ce qu'on va se donner comme but. C'est notre but, voilà. Après c'est vous qui jugerez. Très bien, très bien. Bon. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner cette conférence. Bon, je vous donne la parole et le micro. Voilà. Déjà, merci à vous d'être venus. Merci à Madame la Présidente de m'avoir accueilli, de m'avoir proposé aussi de venir parmi vous, proposer, je l'espère, un regard neuf sur Aristote Onassis. Alors, on va tout de suite mettre les points sur les i. Moi, je suis tombé là-dedans. D'abord, c'était par rapport à la Grèce. Et pas la Grèce il y a 3000 ans, ça on fait ça à l'école, c'est au programme de 6e avec l'Iliade, l'Odyssée, tout ça, c'est passionnant, c'est très intéressant, c'est les bases de la culture hellène, donc il faut passer par là. Et moi ce qui m'intéressait plus, c'était l'histoire de la Grèce moderne, celle de ce peuple qui pendant 400 ans souffre 1000 martyrs parce qu'il y a la domination ottomane. Domination ottomane, ça va fort, parce que ça va jusqu'à nier la langue grecque, la culture grecque. Et pendant 400 ans, ce peuple se défend. Moi, je suis un petit historien, je fais mes études d'histoire, je fais mes études de Sciences Po, je découvre ça, waouh, comme disent les jeunes aujourd'hui, respect. Bon. Ça m'amène petit à petit à rencontrer certaines personnes de la communauté grecque. Il y en a 2 ou 3 qui se reconnaîtront, je ne vise personne. Et puis, voilà, on sympathise et tout ça, on a des amis communs, tout ça, et puis, voilà, et un soir, on fait un bon dîner, on a une bonne bouteille, on discute à bâton rompu, et c'est là qu'on commence à parler de ce type un peu bizarre, avec un nom qu'on retient très facilement, Onassis. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il y a de ça, on va être pudique, on va dire quelques années. Voilà. Et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que... bon, et en parallèle, j'avais lu un petit peu comme tout le monde, chez le dentiste, j'étais tombé dans la salle d'attente sur un exemplaire d'un vieux Paris Match, numéro spécial d'été, où forcément on parlait des destins tragiques, et il y avait un numéro spécial sur Onassis, sur 3 pages, avec toutes les photos possibles et imaginables qu'on peut imaginer, c'est le cas de le dire. Et puis ces histoires. Et cet article, je dirais, c'est l'élément déclencheur, parce que dans le même article, le journaliste était capable de dire que c'était quelqu'un de très intelligent, et à la fin de l'article, on se demandait s'il était capable d'écrire son nom tout seul, sans avoir à le recopier sur sa carte de visite. J'avais trouvé ça un petit peu ambivalent, j'avais trouvé ça très curieux. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur, parce que c'est quoi le travail de ce journaliste? Il n'a pas vérifié ses sources ou quoi? Et ça a été le petit aiguillon qui, pour qu'on parle d'un type de cette manière-là, il doit avoir quelque chose, il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Et ça dure maintenant depuis quelques années. C'est mon 3e livre sur Onassis. C'est pas de la redite, chaque livre apporte son lot de compléments.
parce que de livre en livre, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des informations qui sortent, il y a des gens qui veulent me parler parce qu'ils sont rassurés par ce qui a été fait au présent. Voilà. Alors donc, bon, bah, Onassis, vous en avez tous entendu au moins, enfin, vous en avez tous entendu parler au moins une fois. Dans l'assistance, il y en a qui se souviennent peut-être du temps où il était number one dans la jet set internationale des années 60. Ça, c'est le côté bling-bling du personnage. J'insiste bien sur le terme personnage. Madame la Présidente a parlé du mythe. Le mythe, il commence bien avant les films américains. Le mythe, il a été mis en place par le personnage en lui-même. Bon. Pour une raison très simple, Onassis partait du principe que pendant qu'on s'occupe du mythe, on lui fiche la paix pour son business. Ça attire l'attention des gogos. C'est un petit peu comme un prestidigitateur. Vous voyez, je fais mon tour avec la main gauche, donc j'attire l'attention sur la main droite. Et pendant que tout le monde regarde la main droite, moi je fais ce que je veux avec la main gauche. Voilà. Ce que Onassis n'avait pas prévu, c'est qu'il arrive un moment où le personnage prend le dessus, focalise toute l'attention, et quelque part vampirise la réalité de l'homme. Et c'est là que les ambiguïtés ont commencé. Alors c'est tout ça qu'on va essayer de voir ce soir. Ceux qui sont venus pour la rubrique des cœurs brisés et tout ça, bah, ils vont être un petit peu déçus. Ça a déjà été fait. Bah, je me fais pas de soucis, on va en parler quand même. J'en parle moi dans mon bouquin, donc voilà. Nous, on va plutôt gratter le vernis, on va plutôt essayer d'oublier le bling-bling, le côté people et tout ça, et on va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour voir quel est l'intérêt en 2018 de continuer de parler d'Onassis. Qu'est-ce qui le rapproche, qu'est-ce qui le rend si intéressant? Et je vais essayer de vous faire comprendre qu'en fait, Onassis, pour un historien, surtout quand on est professeur, c'est un personnage passionnant, parce que c'est un destin individuel. Mais ce destin individuel, il donne des clés sur le destin national de la Grèce. Parce qu'une grande partie du destin, de l'amorce du parcours d'Onassis, bah, ça s'est fait un petit peu dans le sang, dans des périodes, genre 1922, la grande catastrophe. Bon. Du coup, ça permet de rebondir aussi sur un point. Moi, je suis très frappé en salon du livre ou quand je fais d'autres présentations, les gens ont l'impression qu'Onassis c'est un succès permanent jusqu'aux années 70. Onassis, c'est tout sauf un succès permanent. Onassis, c'est surtout une suite de catastrophes. Tous les 10 ans, il lui arrive une tragédie. À chaque fois qu'il pense sortir la tête de l'eau, bang, ça lui tombe sur la tête. La différence, c'est que là où un type normal, bah, il courbe les chines et puis il attend que ça se passe, ou alors il jette carrément les gants. Onassis, lui, il met un genou à terre, il attend que ça se passe, il étudie comment ça s'est passé et il rebondit. Jusqu'en 1973. Où là c'est tellement gros qu'il ne pourra pas rebondir. Bon. Deuxième point, Onassis, c'est un fou furieux, c'est un mégalomane, c'est un mythomane, c'est tout ce qu'on veut. Non, les premières années d'Onassis, il est dans une démarche de légitime défense sociale. Parce qu'on lui nie son identité. Parce qu'on lui nie même sa qualité de grec. Au début, elle lui est quasiment refusée. Donc ça contribue aussi, à notre époque, ça donne aussi une saveur particulière au personnage. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de voir. Alors du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on ne va pas partir sur une présentation chronologique. Au bout de 5 minutes, vous allez dormir. Moi, ça va me barber. Non, on va plutôt partir sur une présentation un petit peu plus thématique. La première partie, on va d'abord voir quels sont les intérêts en 2018 de voir en quoi Onassis est intéressant. Ça va nous donner bonne conscience. En deux, on va voir un petit peu la conséquence de ça, en quoi il est directement en phase avec l'histoire de la Grèce. Alors pas tellement la Grèce du XXe siècle, parce qu'il y a pas mal de choses qu'il a vu se mettre en place qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Et puis en 3, on verra un petit peu l'héritage d'Onassis. Ça nous changera de l'héritage de Johnny et Laetitia. Et puis ensuite, si vous êtes encore vaillant, on verra pour vos questions
on sera plus dans l'échange. Ça vous va? Vous êtes partant? On attache sa ceinture et on y va? Allez, c'est parti. Donc, quel est l'intérêt en 2018 de parler de nazisme? La raison la plus simple, voire même la plus simpliste, et on y a droit chaque année. En fait, nous, simples mortels, on est fascinés par les météores qui passent très haut dans le ciel. Ces gens qui rêvent leur vie, et puis après qui passent leur vie à essayer de vivre leurs rêves. Nous, on est des simples mortels, on fait ce qu'on peut, on essaye de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Les gens comme Onassis, il arrive un moment, ils ne se posent plus de questions, ils foncent. Ils focalisent sur une idée et ils foncent, ils y vont. Et ils focalisent tellement sur l'idée qu'ils finissent par ne plus penser qu'à ça, et il n'y a plus que ça qui existe, pour que ça finisse par marcher. Voilà. Là-dessus, on rajoute un petit peu de merveilleux. Il a quand même connu les plus belles femmes de son époque. Alors il ne les a pas toutes eues, mais enfin bon, la plupart, ça s'est très bien passé. Ceux qui s'intéressent aux voitures anciennes, Onassis, il a eu tout ce qu'il y a eu de mieux à l'époque, avec une petite logique déjà sentimentale. Il y a certaines voitures qui ont été revendues tout de suite, il y en a d'autres qu'il a gardées toute sa vie. Bon. Pour ceux qui s'y intéressent, la plupart existent encore. Il y en a certaines en France. Il y en a une dans le sous-sol de l'avenue Foch, dans le parking avenue Foch. C'est amusant. Ils vivaient un petit peu au-dessus. Bon, fin de l'anecdote. Donc il y a ce côté simpliste. Et chaque année, on y a droit. Je vous dis, pendant les mois d'été, quand les rédactions en chef sont à moitié en vacances, qu'il faut remplir le magazine, on y a droit. Alors ça peut être les amours foudroyés, ça peut être les destins tragiques. Chaque année, on y a droit. Je le sais, 2 fois, ils m'ont demandé mon avis déjà, pour différents magazines. Bon. Tant mieux, ça fait mal. Mais on va prendre un petit peu de hauteur. Onassis, la clé d'Onassis, c'est le domaine du pétrole. On est en 2018. Vous voyez l'actualité au Moyen-Orient. Les Américains s'en occupent très patiemment. Ça va encore coûter 100 000 morts au pas mot. Depuis 1932, les Américains sont au chevet du Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, c'est la clé de la fortune Onassis. Pourquoi? Parce que ce pétrole, il est au Moyen-Orient. Les consommateurs sont en Occident. Comment on fait la jointure entre les deux? Onassis, en 1931, il a tout compris. Il fera des supertankers. Vous me direz, des tankers, ça se faisait avant. Oui, mais ils étaient petits. Il en fallait beaucoup. Ça coûtait très cher. Ça limitait. Onassis part du principe qu'il faut construire plus grand. Ça lui donne un avantage décisif sur ses concurrents. Parce qu'il y en a d'autres des armateurs. Chez les Grecs, c'est une tradition nationale. Il faut bien penser qu'en 1931, les armateurs grecs, ils en sont déjà la 3e ou 4e génération. C'est une aristocratie. Onassis, lui, c'est un bleu. Oui, mais il a tout compris. Il ne fera pas ce que les autres font. Il fonce. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, hein. On est en 1931, il faut qu'il se rôde, il faut qu'il apprenne le métier. 1936-37, les premières commandes de ces super tankers. Ça ne s'est jamais fait avant. Les ingénieurs le prennent pour un fou. Il s'en fiche, c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il veut, il a la tchatch. Bon, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ça lui coûterait un petit peu plus cher que ce qu'il avait pensé. Mais bon. Et il invente donc le supertanker. Grosso modo, pour faire simple, c'est 1,5 fois la taille de ce qui se faisait à l'époque. On n'ira pas plus parce que c'est trop technique. C'est déjà pas mal. Il y a à ce propos une légende qui dit qu'Onassis, comme tout le monde, il a acheté des vieux bateaux tout pourris, il les a repeints en blanc, et puis ça a fait joli sur la mer. Comme il fallait du personnel, il a embauché n'importe qui. Totalement faux. Le standard d'Onassis, ce sont les armateurs du nord de l'Europe. À l'époque, ce sont les meilleurs. Parce qu'Onassis, là aussi, il a compris qu'il doit faire différemment que ses petits camarades, entre guillemets, ses concurrents grecs de l'époque.
Onassis, lui, veut des beaux bateaux avec un personnel bien payé. Pourquoi? Ce personnel, il sera fidèle. S'il est fidèle, s'il est bien payé, il sera content. S'il est content, il sera plus efficace. Bon. Autre point, les bateaux, justement. Onassis ne se contente pas de passer commande et de signer le chèque. Onassis s'investit dans la construction de ces navires, du moins à cette époque-là. Si on regarde des photos des pétroliers de cette époque-là, il y a des petits détails qui sont typiques. Il n'y a que les navires Onassis qui ont ces détails-là. C'est une manière de signer, comme un artiste signe son tableau. Ok? C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Ce qui fait que son premier pétrolier, là, il s'appelait l'Ariston, 1938-1972. C'est assez rigolo d'ailleurs, 1972, parce que ce pétrolier, toute sa vie professionnelle, il va rester d'une manière ou d'une autre dans la flotte Onassis. De 1938 à 1972, il va être revendu de filiale en filiale, machin truc, mais toujours le propriétaire final sera Aristote Onassis. Il n'y a qu'en 1972, le navire est vieux, il part à la casse. C'est très marrant parce qu'à partir de 1972, dans la flotte Onassis, il commence à avoir des petits soucis, des bateaux qui se perdent, qui s'échouent, des avions qui s'écrasent. Y aurait-il une malédiction? Parce qu'il a vendu son porte-bonheur. Bon. Onassis était friand de ce genre de superstition. Hein. Très très friand de ces choses-là. Bon. Fin de la parenthèse. Donc vous voyez, c'est pas juste un petit milliardaire, enfin c'est pas juste un petit affairiste qui se contente de bilans comptables, qui se contente d'engranger un maximum d'argent. Bon, en 1931, il est déjà riche, hein, il a déjà fait fortune au moins 2 fois. S'il n'y avait que l'argent qui l'intéressait, bon. Sauf que dans sa logique, ces 2 premières fortunes, ce sont des petits coups. C'est pour se rassurer, c'est pour se faire la main. C'est un petit peu comme on va à l'université et qu'on gagne ses diplômes. Lui, son idée, c'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent, son idée, c'est de durer. C'est de faire un business pérenne. Bon, c'est très différent de la logique, faire des coups, c'est le cas de le dire, au coup par coup. Bon. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que très vite, dès 1931-32, il a compris comment la géopolitique du monde allait tourner. Les Américains veulent du pétrole, le pétrole il est en Arabie Saoudite. Bon. Curieusement, c'est en 1932 que les premiers accords entre les Saouds et les Américains sont signés. Bon. Et déjà, Onassis est sur les rangs. Voilà. Alors pendant une vingtaine d'années, les Américains vont lui ficher la paix. À partir des années 50, les choses vont fortement changer. Les années 50, il se passe quoi? Il se passe, les Américains étaient relativement passifs, ils signaient des accords avec les Saoudiens, et puis voilà. Mais à partir des années 50, les Américains ont compris que leurs grands concurrents sur le système pétrolier, les Anglais, étaient à la ramasse. Ah oui, les Anglais, ils ont dû payer cash la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire britannique, il a perdu de sa superbe. Il n'est plus en mesure de tenir son rang de grande puissance. Bon, vous me direz, dans le domaine pétrolier, les intérêts anglais, ils sont encore bien protégés. Oui, mais bon. Donc en 1954, les Américains vont s'intéresser à ce qui se passe en Iran. Ils vont commencer à bricoler des coups d'État. Bon, il y a une géopolitique très particulière par rapport à l'Iran, par rapport au Shah, par rapport à son Premier ministre. Bon, pour les anciens, ils vont peut-être se souvenir du professeur Mossadegh. Bon. Mais enfin, c'est à partir de là vraiment que les Américains passent de la coulisse au devant de la scène. Il y a une anecdote, le coup d'État en 1954 en Iran. Le camion qui apporte les soldats, certains camions, on a des photos d'archives, on voit bien le nom de la société américano-saoudienne des pétroles. Ils auraient pu quand même peindre un petit peu dessus. Mais bon. Les Américains veulent dominer le système du pétrole, ils ne veulent pas
de larrons, d'électrons libres qui échappent à leur domination. Et entre les Américains et les pétroles, on trouve ce grec, Aristote Onassis, qui en 1954 commence à devenir un personnage excessivement public. C'est là que son idée de faire un personnage public naît. C'est là que commence à apparaître le Onassis qu'on a l'habitude de voir dans Paris Match, les lunettes noires, tout ça. Bon. Et c'est à partir de là que commence à apparaître cette dichotomie entre la manière dont les anglo-saxons veulent faire passer Onassis et puis ce qu'il est réellement, quoi. Ça n'a rien à voir avec le mariage de Jackie, ça c'est des racontars pour endormir les lecteurs. Le vrai divorce, c'est 54-55. Les Américains veulent la peau du grec. Ça va se faire de manière fiscale. Mais bon, c'est clair, net et précis. À l'époque, le vice-président américain, c'est Nixon. Nixon passe un deal avec le boss du FBI. Si Onassis est trop embêtant, s'il se défend trop bien, on lui fiche une balle. Mais pas sur le territoire américain. Le monde est assez grand pour lui ménager un accident. Bon. Ça, c'est pas des on-dit. Ça, vous le trouverez dans le livre. C'est un petit peu plus détaillé. Mais bon, on en était là quand même. Hein. D'où des campagnes de presse. Vous pouvez relativement facilement trouver des articles, des archives des journaux américains de l'époque. C'est à partir de là qu'Onassis enfin, les Américains lui font un costard, genre le pirate. Le pirate qui veut devenir maître du monde parce qu'il aurait des velléités. Bon, le pirate, enfin le grec, il l'avait bien cherché, hein, parce qu'il était en passe de signer un contrat d'exclusivité avec le roi Saoul. Et ça s'est pas fait. Sinon, on aurait eu l'Arabie onassique. Mais bon. Donc, vous voyez, un petit peu, Onassis là à abattre. Donc, 54. Bien. Ça a des conséquences aujourd'hui. Regardez les Américains, depuis 2003, ce qu'ils ont fait en Irak. Ça continue. Hein. Alors ça, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques écrits de la main d'Onassis. C'était de la correspondance, c'était quasiment une note de service, pieusement conservée par un de ses neveux à Londres. On voit quelques réflexions sur... alors ça date de tout début, de la fin des années 50, un petit peu après la crise du canal de Suez. Encore une histoire de pétrole, tiens. Et bon, il analyse un petit peu des trucs, il analyse un petit peu la situation, il comprend, enfin, la conclusion de cette note, c'est que, en fait, la domination américaine ne fait que commencer. Et il pressent que ça va se généraliser d'année en année. Bon. Donc on est en 57-58. Alors je ne veux pas dire non plus que c'est Nostradamus, hein. Attention. Mais enfin, il a quand même une analyse un petit peu plus fine que ce qu'on voudrait faire croire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qui le rend intéressant par rapport à 2018? Et ça, c'est peut-être un petit peu l'amorce de la deuxième partie. Bon, vous avez vu, dans l'actualité, on parle beaucoup de migrants, de gens comme ça, qui sont obligés de quitter leur pays, bon, pour X raisons. Alors, il y en a qui le font de bonne foi, il y en a d'autres qui le font pour des raisons un petit peu plus bizarres. Bon, ça c'est pas à nous de juger, on verra bien. Onassis, c'est un petit peu ça aussi, hein. Toute proportion gardée, bien sûr. Mais au début des années 20, quand on vient d'Asie mineure, c'est pas évident, hein. Bon. Alors vous savez tous qu'Onassis c'est d'Asie mineure. Il est né à Smyrne. Bon. On va être gentil, on va parler de Smyrne, on va pas parler d'Izmir. Donc, a priori, l'histoire commence plutôt bien. C'est un fils à papa, à Smyrne. Pourquoi devrait-il s'en faire? Bon, il est né dans une famille ultra-patriotique, ça vous le savez. Les oncles Onassis, Onassoglou pour reprendre leur vrai nom, ils sont tous maqués dans des associations patriotiques qui militent pour la Grande Grèce. Bon. A priori, le petit ado, il n'a pas à s'en faire, quoi. Son destin est tracé. C'est ça qui rend le personnage intéressant, parce que
c'est un fils à papa, il est né dans une famille qui a bien les moyens et tout. Il sait ce que c'est que le luxe, il sait ce que c'est le pouvoir de l'argent, enfin le bénéfice que procure l'argent, tout ça. Et puis en quelques heures, quelques jours, tout va être basculé. Tout va être mis à néant. Il va avoir même le prix du sang, puisque une partie des hommes de la famille vont être massacrés par les Turcs. Là, on ne peut même plus parler d'Ottomans, hein. C'est les jeunes Turcs, c'est le nouveau régime, c'est Mustafa Kemal qui est en train d'organiser la reprise en main du pays. Bon, moi, en tant qu'historien, bon, j'y vais avec prudence, mais je fais partie de ceux qui considèrent que ce qui se passe à Smyrne en 1922, c'est un génocide. C'est un génocide. On a suffisamment de traces, on a suffisamment de correspondances d'officiers turcs qui montrent qu'il y a une volonté, c'est quasiment préparé. Bon ben voilà, juridiquement, le mot génocide, on peut l'utiliser. Bon. Et le petit Onassis, le petit Aristo, pour reprendre son nom, ben voilà, il est au milieu de tout ça, quoi. Du jour au lendemain, lui qui était le fils d'eux, il se retrouve à la mer, il se retrouve à la rue, bien content d'avoir pu sauver sa peau. Pour un jeune insouciant, voilà. Il arrive à Athènes, je vous passe les péripéties, on va la faire courte, mais il arrive à Athènes, et c'est là que ça devient... Alors il a eu le traumatisme de voir une partie de sa famille se faire massacrer, et quand il arrive à Athènes, on lui dit pas qu'il est grec, on lui dit que c'est un Turcos. Deuxième traumatisme. Onassis à Smyrne, il s'était jamais posé la question, il parle grec, il est orthodoxe, sa grand-mère veut qu'il devienne pope. Il ne s'est jamais posé la question de savoir s'il était grec ou pas. Pour lui, ça coule de source. Il arrive vraiment sur le continent, il arrive dans le siège de la patrie, et il se rend compte qu'il ne fait pas partie de la communauté de la famille. Mais, enfin, bonjour le traumatisme, vous vous rendez compte, il est obligé de partir en Argentine, à l'autre bout du monde. Surtout qu'à l'époque, on ne voyage pas, on ne prend pas un billet à l'aéroport et puis 12 heures plus tard, on est en Argentine. Non, là, on parle en semaine de voyage, il faut prendre le paquebot et tout et tout. Ça coûte un argent fou. En Argentine, il ne connaît personne, il ne parle pas la langue. Et c'est là qu'il commence à avoir des copains grecs qui l'accueille, donc c'est quasiment à 10 000 km de chez lui, qu'on commence à lui entrouvrir le réconfort de bah ouais, viens avec nous, t'es grec comme nous, quoi. Donc c'est normal que tu sois avec nous, on se pose pas la question. Bon, lui, il va pas non plus se poser trop la question, il sera bien content, quoi. Donc vous comprenez maintenant, quand j'utilise l'expression légitime défense sociale, c'est pas une formule comme ça pour faire joli, pour choquer les... C'est vraiment... on est en plein dedans, quoi. Les premières années d'Onassis, c'est ça, il faut croûter, parce qu'il faut payer la chambre qu'on loue, il faut essayer de subsister. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant au point de vue sociologique. Onassis, il garde en lui le souvenir des années dorées à Smyrne. Quand il arrive à Buenos Aires, il se retrouve... alors, bon, d'année en année, il noircissait le portrait, donc on a l'impression que quand il arrive à Buenos Aires, il a que sa chemise et puis une paire de chaussettes. Bon, il aurait, d'après ce qu'on m'a raconté, il aurait quand même pas loin de $100 quand même en poche. $100 1923. Rien à voir avec $100 aujourd'hui. Bon, donc ça a pu les faire durer un petit peu, le temps d'avoir des rudiments d'espagnol, le temps de se mettre vraiment à travailler. Mais enfin, là où je veux en venir, c'est qu'il se souvient des années dorées de Smyrne. Donc quand il arrive chez les pauvres à Buenos Aires, ça coince, parce qu'il n'a pas la culture d'un pauvre.
Il a la sensibilité d'un riche. Ouais, mais pour être riche, il faut des moyens. Bon, même si, admettons, il a 100 $ en poche, et 100 $, au bout de 6 mois, il ne reste plus grand-chose, quoi. Il ne peut pas aller avec les riches. Puisqu'il ne peut pas justifier de revenus pérennes derrière. Donc, au bout de très très vite, il sera trahi. Vous me direz, il peut travailler. Ben oui, d'accord, mais il n'a pas de métier. Il ne s'était jamais posé la question avant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut pas entrer dans un bureau. Bonjour, j'ai des diplômes de ceci, de cela. Il n'y a rien fichu à l'école. Et puis même en admettant les justificatifs à Smyrne, tout a brûlé dans l'incendie. Tout a tellement bien brûlé dans l'incendie qu'on est incapable de donner la vraie date de naissance de Aristote. Et ça, bon, vous le savez, vous connaissez l'anecdote. Sur sa pierre tombale, il y a une date. Et puis sur son cercueil, il y en a une autre. Alors pour les jours, on est à peu près d'accord. Mais le grand débat, c'est pour l'année 1900-1906. Bon, moi, je vais trancher, c'est au milieu de 1903. Bon, c'est pas une formule comme ça pour faire joli. Non, c'est par recoupement entre ce que m'a raconté son neveu et puis 2-3 témoignages qu'on a de survivants des années d'école d'Onassis. Donc 1903, ça paraît le plus logique. Bon, le plus raisonnable, on va dire. Le moins fantaisiste. Mais, donc ce qui fait que bon, l'âge d'Onassis est une donnée un petit peu... bon, lui, il avait résolu le problème, il évitait d'en parler. Enfin, dans son cercle intime. Donc pour son anniversaire, on savait que ça tombait tel jour, mais alors l'année... Bon. Donc c'est dire un petit peu la violence des événements qui ont eu lieu à l'époque. Ça, en soi, c'est pas vraiment un scoop. Alors voilà un petit peu tous les éléments qui font que ce personnage qui est mort il y a une quarantaine d'années, ça peut valoir le coup de se pencher un petit peu dessus. Et on arrive au grand 2, voilà, la force d'un personnage comme Onassis, voilà, ça donne des clés pour comprendre les grands événements historiques. Onassis, sans la grande catastrophe de 1922, c'est rien. C'est un personnage parmi d'autres. C'est un anonyme. Il n'y aurait pas eu la grande catastrophe, il serait resté à Smyrne et puis on n'en aurait jamais entendu parler. Peut-être qu'il aurait croqué la fortune de papa. Mais bon, en histoire avec les peut-être, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, vaut mieux éviter. Il y a le traumatisme de 1922, il y a le fait aussi qu'il a été élevé avant 1922. Il y a toute une culture de la Grande Grèce, surtout à Smyrne. On rêve de rattacher Smyrne, on rêve de reconstituer cette Grande Grèce antique qui ferait le pourtour de la Méditerranée avec comme capitale Constantinople. On parle même plus d'Istanbul. À quoi bon? Constantinople. C'est ça le ferment où est élevé le jeune Aristote. Ça vous explique pourquoi, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à la fin, on va dire, c'est l'un des rares affairistes de ce calibre-là à avoir vraiment un vrai regard sur la Grèce. Alors c'est un regard à géométrie variable. Quelquefois, en 1954-55, quand il a ses embêtements avec les Américains, quand il essaye de sauver sa peau, ses bateaux, son pétrole et tout ça, il a d'autres chats à fouetter que ce qui se passe en Grèce. Ça, faut reconnaître, mais bon. Mais Onassis, c'est l'un des premiers à avoir toujours, d'une manière ou d'une autre, une antenne en Grèce. Son premier espion, c'est sa sœur. La sœur est restée au pays. C'est pas Artémis, c'est l'autre. Si, c'est Artémis. J'ai un trou. Oh là là, c'est pas bien. Sa sœur aînée, qui l'a élevée avec sa grand-mère, elle reste à Glyphada, elle reste à Athènes. Ils s'écrivent au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc il sait tout ce qui se passe à Athènes. Bon, quelquefois... Alors, Aristote, il connaît sa sœur. Donc il sait que... Donc, dès qu'il a les moyens, il essaye d'avoir d'autres espions. Puis ça permet de vérifier ce que fait la sœur. Bien. Mais il aime bien savoir ce qui se passe au pays. Ça va plutôt bien le servir, puisque toujours à la fin des années 20, vous vous rendez compte, il va se ménager
Il va revenir au pays, et à son premier voyage de retour au pays, c'est pour demander une audience auprès du grand Premier ministre grec, Vénizelos, l'un des pères de la théorie de la Grande Grèce, l'idole des associations patriotiques de Smyrne. Bon. C'est quand même pas rien pour un Turcos. Bon. Alors ils se sont vus, mais ils se sont vus, oui, ils se sont vus, ça n'a pas été plus loin qu'un quart d'heure, mais enfin quand même, ils se sont vus. Vénizelos a reçu le jeune Aristote. Bon, d'ici là, il avait fait ses preuves, hein. Il avait déjà gagné 2 ou 3 millions, donc c'était quand même, il avait une certaine crédibilité. Bon. Et puis Vénizelos va lui dire, bah, c'est bien gentil ce que vous me proposez là, mais il faudrait voir tel ministre, lui il est plus à même de... Bon, sous-entendu, moi je suis le grand patron, je ne m'occupe pas des affaires de logistique. Non. Mais enfin, il l'a vu quand même, il a été reçu. À une époque où, bon, même avec 3 millions en poche, Onassis, le nom, il fait pas rêver, quoi. C'est le début. Ça va après lui valoir un passeport diplomatique. Bon, après, les événements vont faire que c'est vrai qu'Onassis, il va utiliser les fonds diplomatiques à des fins de spéculation financière. Alors au début, il remet les sous dans la caisse et puis il garde les bénéfices. Et puis au bout de quelques temps, comme il voit qu'il ne l'est pas pris et puis que les comptes sont équilibrés, il arrive un moment où il prend les sous de l'ambassade et puis il oublie de les remettre dans le tiroir. Bah oui, le bouquin c'est pas une agiographie, on excuse tout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit aussi. Ça vous explique pourquoi en 1936, quand il y a le coup d'État, qu'il y a le général Metaxas qui arrive, le diplomate Onassis, il est poussé à la sortie. Déjà, c'est un homme qui sent la République, c'est un homme de Vénizelos. Bon, Metaxas, Vénizelos, c'est pas vraiment le même combat, c'est pas la même sensibilité politique. Et puis, attendez, Metaxas, il est occupé de mettre la Grèce dans un certain ordre moral, social et tout ça. On va quand même pas garder un affairiste plus ou moins diplomate qui tape dans la caisse. Ça se fait pas. Réaction d'Onassis, pas comme d'habitude, il pique une grosse colère. Une fois qu'il est calmé, bah, il a une réaction d'orgueil, parce que ça lui fait quand même la peine de perdre son passeport diplomatique. Pas pour des raisons, pas seulement pour les avantages que ça lui procurait, mais c'est parce que aussi, bah, c'était un motif de fierté, quoi. Le petit gars de Smyrne qui se retrouve avec un passeport diplomatique, donné sur ordre du grand Premier ministre, ça faisait quand même, ça flattait son ego, c'était pas mal. Bon, Deuxième Guerre mondiale, bon, Onassis s'en occupe pas trop, il est aux États-Unis, apparemment il a suffisamment à faire aux États-Unis, et puis surtout son réseau d'espionnage à Athènes, ça peut pas marcher. On n'a pas les satellites, on n'a pas Facebook, on n'a pas les réseaux sociaux à l'époque, donc avec les conditions de guerre et tout ça, ce qui se passe en Europe reste en Europe, je veux dire en termes pour un particulier, pour avoir des informations de sa famille là-bas. Bon, vous me direz, il aurait pu être renseigné par la valise diplomatique ou des choses comme ça. On a des éléments qui tendent à montrer qu'il a pu le faire jusqu'en 42-43, après c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce qui se passe dans sa famille, rester au pays, sa sœur aînée, bah, il ne sait pas. Ça l'énerve. Lui qui aime bien tout contrôler, il y a un pan du pays qui lui échappe, ça c'est pas admissible. Bon. Ça renforce son côté mélancolique, mais bon, il a suffisamment à faire. Mais c'est pas grave, il va se rattraper après. Il retourne en Grèce en 46-47. Après avoir fait un petit passage à Paris. Bon. Ce qu'il trouve, ça le terrifie. Et puis ça le marque à un point tel qu'il se dit c'est pas possible qu'on laisse le pays dans cet état-là. Et puis il y a la guerre civile qui va arriver très vite derrière. Bon, la guerre civile, ça a été aussi particulièrement salé. Il s'est passé des trucs, bon.
Et la guerre civile, bon, il a réussi à exfiltrer la famille. C'est pas comme la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais bon, quand il revient après la guerre civile, là aussi, ce qu'il voit, les cicatrices laissées, l'incertitude politique, le fait aussi que les Anglais sont plus en mesure d'avoir un petit peu le côté protecteur vis-à-vis de la Grèce. En face, il y a la menace soviétique. Hein. On est en pleine guerre froide. Donc tout ça, ça amène aux nazis à se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est pas un bon samaritain, on est bien d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour dépanner le pays, d'accord? Puis à l'occasion pour enrichir ma cagnotte. Tant qu'à faire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors comme il connaît bien l'histoire du pays, comme il connaît bien la mythologie, comme il connaît bien tout ça, alors ça aussi, ça étonne toujours quand je le dis, mais bon, en Asie, c'est capable de vous réciter des vers de l'Iliade ou de l'Odyssée. Il s'en prive pas quand il est en confiance avec des amis de qualité, on va dire. Fin de la parenthèse. Tout ça, ça l'amène à dire, la Grèce, on a tout. On a l'histoire, on a les décors, on a le climat, et on va laisser perdre ça. Et on va réserver ça à des lords anglais qui viennent en villégiature ou à des riches français. En 1952-53, faire un voyage de noces en Grèce, c'est à la mode chez les industriels roubaisiens, les empereurs du textile et tout ça. Ils y vont tous. Alors il y en a, ils y passent 6 mois, il y en a d'autres qui y passent 3 semaines. Ils y vont tous, c'est à la mode. Ouais, c'est bien. Mais c'est épisodique. Faire venir un millionnaire à Mykonos, ouais, ça va faire vivre quoi? C'est pas intéressant, faut voir plus loin. Voir plus loin, c'est quoi? Bah, ça serait bien de construire un hôtel, un vrai hôtel, hein. Pas 3 chambres dans une auberge. Et c'est ce qu'il va mettre en place à partir du début des années 50. Donc, comme chez Léonassis, il n'y a pas que Aristote, il a 3 sœurs. Les 3 sœurs sont mariées. Elles sont bien mariées, avec des gens qui ont les moyens, puis Aristote, il les associe quelquefois à ses affaires. Bon, donc il va demander à sa famille d'injecter aussi des capitaux, d'investir aussi. Donc il y en a qui vont se spécialiser sur Mykonos, il y en a d'autres qui vont se spécialiser sur d'autres îles. Ils vont faire un hôtel. Et puis après, ils vont faire quelques routes. Bah ouais, c'est pas le tout de faire un hôtel, mais il faut y arriver. Et ça dure comme ça jusqu'à la fin des années 50, jusqu'au moment où il y a un Premier ministre qui arrive, c'est Karamanlis, qui lui aussi est conscient que la Grèce ne peut pas vivre sous perfusion des fonds injectés par les Américains. On a sa fierté quand même. Et puis c'est là que naît l'idée de réunir toutes les compagnies aériennes. Bon, en Grèce, à l'époque, il y en a 4. 4 qui sont dans un état lamentable, avec des avions qui menacent de s'écraser, là vraiment qui menacent de s'écraser à chaque fois qu'ils décollent. C'est pas sérieux, c'est pas crédible. Karamanlis a une idée. Si on arrive à choper le poisson au Onassis, ça va peut-être donner envie aux autres milliardaires grecs d'investir aussi dans la patrie. Et pas seulement passer un mois sur l'île de Chios en villégiature. Onassis, les avions, il n'aime pas, il ne connaît pas. Enfin, il connaît, si, il l'utilise à titre perso, mais de là faire du business dans l'aviation, ça, c'est pas son truc. Pour une raison très simple, l'aéronautique est déjà bien sur les rails. Il n'a pas cette marge de liberté qu'il avait dans l'aviation, dans la marine. Il peut pas faire dans l'aviation ce qu'il a fait avec les supertankers. Il ne peut suivre que la route. Et ça, suivre les routes, il n'aime pas. Il préfère innover. Mais bon, quand il discute avec Karamanlis, et puis que Karamanlis commence à lui expliquer que s'il investit, il aura des exemptions fiscales. Ah, c'est pas pareil. Mais vos exemptions fiscales, ça va durer combien de temps 20 ans, ça vous irait 56 plus 20, 86. Mon garçon, il aura quel âge à cette époque-là? 20 ans, c'est pas assez. Il m'embête, zut, je lui sers un truc sur un plateau d'argent. Bon, qu'est-ce que vous voulez? 2006, ça serait bien.
Vous êtes sûr? Bah oui, parce que les avions, tatati, tatata, puis un avion, un bel avion, ça coûte cher, et puis il faut le personnel, et tatati, tatata. Bon, bah allez, d'accord, 2006, allez, on signe. Ok. Et c'est comme ça que il va récupérer les 4 compagnies grecques, il va les fondre en une seule compagnie, et comme toutes les sociétés Onassis, elle portera le nom de Olympique. On est en 1957. Et comme il a des exemptions fiscales, tout de suite, première chose qu'il fait Onassis, les vieux zingues, on les envoie à la casse. Bon, dans les faits, ils seront revendus à des pays africains parce qu'il n'y a pas de petits bénéfices. Et puis, on va investir dans des avions beaucoup plus modernes. Pas encore les avions réaction, pas trop vite. C'est comme ça que Olympic Airways va décoller, on va dire. Va décoller pour le meilleur et pour le pire. C'est pas avec Olympic Airways que Onassis a gagné énormément d'argent. Au contraire, au mieux de Olympic Airways, il a juste équilibré les comptes. C'est une des subtilités. Par contre, il y en a un dans la galaxie Onassis qui va beaucoup s'intéresser aux avions. C'est sa passion. Autant papa s'intéresse aux bateaux, autant le fiston, c'est les avions, les avions, les avions. Et quand il ne s'occupe pas des avions, il s'occupe des autos. C'est Alexandre Onassis. Alors si vous voulez, Onassis va jusqu'en 1948, il vit un petit peu en vase clos, il vit un petit peu autour de sa famille, il fait du business parce que c'est devenu son oxygène, c'est sa manière d'exister, c'est sa manière de se prouver. C'est un petit peu aussi sa manière d'éblouir les gens qui tournent autour de lui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Onassis, il y a certaines personnes qui l'utilisent comme des jetons, comme des pièces sur un échiquier, mais d'une certaine manière, ceux qui ont travaillé dans son cercle proche sont tous unanimes. C'était un patron dur, c'était un patron excessivement exigeant. Il ne se le gênait pas de faire bosser les gens 24 heures sur 24, mais en contrepartie, les salaires étaient supérieurs à la concurrence. Et puis, ils sont tous d'accord pour dire, si jamais il y avait un gros problème, on pouvait faire confiance au patron. C'était un de ses surnoms d'ailleurs, patron. Il répondait présent. Vous étiez un employé dans son cercle, parmi les gens qu'il connaissait, vous étiez un employé, vous aviez un enfant gravement malade. La seule façon de le sauver, c'était de le faire opérer à Houston ou à New York. Onassis répondait présent. Il finançait l'opération, il finançait la convalescence. Par contre, si Caritas venait avec sa CBI demander à Onassis $100 000 pour financer un hôpital, je sais pas où, c'était même pas la peine d'appuyer sur la sonnette. La porte restait fermée. Il avait sa propre définition de la charité. Et d'après ce qu'on m'en a dit, son gros problème, c'était d'aider les gens proches sans les vexer. Faire la charité, c'est facile, mais pas froisser les gens qui reçoivent, ça c'est plus compliqué. Donc assez subtil le pépère. Très psychologue. Bonne connaissance de la nature humaine. Ça c'est dans le business. Ça c'est dans ses relations avec l'autre. Dans sa vie personnelle, c'est une autre paire de manches. Et là, on chope un autre sujet. Là, c'est les amours foudroyés. Alors son fils, donc ça c'était jusqu'en 1948. À partir de 1948, la psychologie de l'homme Onassis change. C'est assez curieux d'ailleurs. On a l'impression qu'à partir de 1948, il recommence une nouvelle vie. En 1948, 48 moins 3, ça lui fait quel âge? Ça lui fait 45 ans. À cette époque-là, à 45 ans, on est déjà un homme fait. Ça serait l'équivalent de quoi aujourd'hui? 60 ans, à peu près? Bon. Et bien lui, ça va le rebooster. Il recommence tout. Pas pour lui, mais c'est parce que la naissance du petit, finalement, est-ce que c'est pas le début de la dynastie? Avant, il ne se posait pas la question. Il se posait pas la question, il planifiait son business, voilà, c'était une fin en soi. À partir de 1948, tout change.
Tout est fait pour préparer la prochaine génération, pour préparer la relève. Du jour au lendemain. Mais vraiment, du jour au lendemain, c'est assez frappant. Tout change. Le ton dans ses correspondances, la manière dont il s'adresse à ses associés, à ses employés. C'est un bouleversement. Tout est paramétré en fonction de la personnalité du petit. Alors on me dirait, 2 ans plus tard, naît une fille. C'est différent. Elle aura une autre voix. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en occupe pas, au contraire, il la surveille peut-être même plus que l'héritier. Mais, bon, un héritier, il peut y en avoir qu'un. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Alors c'est très amusant parce que j'ai fait une conférence au Rotary, un Rotary Club, et dans l'assistance, il y avait un médecin, un grand chirurgien, machin truc, qui a fait sa scolarité à Janson de Sailly à Paris. Et dans sa classe, il y avait un Alexandre O. Et en fait, Alexandre O, tout le monde l'avait remarqué, parce que le matin, il y avait une Rolls qui le déposait, et tous les soirs, on venait la chercher. Alexandre O. C'est pas un nom, ça. Bon, au bout de 2 semaines, ils ont compris que c'était le fils Onassis, mais bon, voilà, quoi. Alors, du coup, quel est le parcours de ce jeune homme? Quelqu'un de très effacé, relativement complexé, un petit peu écrasé, enfin, beaucoup écrasé par l'ombre tutélaire du paternel, et qui ne sait pas trop comment exister dans ce bazar-là. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi il s'est tant intéressé à Olympique Airways. Il avait compris que c'était le seul endroit où il aurait, sans jeu de mots, il pourrait voler de ses propres ailes. Et c'est vrai que l'avenir va lui donner raison. Il va au sein d'Olympique Airways, il va créer sa propre filiale, et ça sera quasiment la seule société bénéficiaire du groupe. Aviation, je parle, pas de l'Empire en général. Donc c'est bien, il montre qu'il est capable à la fois de créer et de faire prospérer. C'est quand même pas mal. Donc apparemment, tout est fait pour assurer le père. Jusqu'à cet accident. Alors, grande question, la mort d'Alexandre Onassis, est-ce que c'est la CIA, est-ce que c'est le KGB, est-ce que c'est rien du tout? C'est comme tout accident d'aéronautique. C'est tel détail, plus tel détail, plus tel détail. Puis ça s'accumule, et puis l'avion il tombe. Alors pourquoi c'est pas un attentat? Ben non, l'avion est tombé parce qu'il sortait de révision. Et il y a un élément qui a été mal monté. Bon. Sauf que cet élément, il se sabote pas en 5 minutes. Il faut travailler au minimum 2 heures pour avoir ce résultat-là. Sauf que le fameux lundi de janvier 1973, Alexandre Onassis n'avait absolument pas prévu, le matin quand il s'est levé, il n'avait absolument pas prévu de prendre l'air à 13h. À 13h, normalement, il avait rendez-vous avec des amis allemands pour déjeuner à l'aéroport d'Athènes, à côté de ses bureaux. Bon. Il arrive, comme tous les matins, c'était un lundi, il arrive, il gare sa Mercedes au parking d'Athènes, il va travailler comme tous les lundis matins. Midi 45, ses amis allemands téléphonent, le préviennent qu'à 13h, ils ne seront pas au rendez-vous, ils annulent, voilà. Enfin, il a du temps à perdre, il a un avion de prêt, dans la flotte Onassis, pour la famille, il y a toujours un avion de prêt dans les hangars à Athènes. Il décide de voler une demi-heure, 1 heure, ça le détendra. Ça... Bon, et voilà. Donc matériellement, s'il y avait eu complot, c'était pas la meilleure façon de faire, quoi, parce qu'il y a trop d'aléatoires.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a trop de données qui échappent pour préparer vraiment un coup infaillible. C'était plus facile de saboter la Mercedes, c'était plus facile de le faire tomber dans les escaliers. Là, c'était du sûr. L'avion, ce jour-là, c'était pas sûr du tout. Ça marche? Bon. Mais bon, c'est vrai que le fils Onassis éliminé suite à un complot, c'est vrai que c'est vendeur, quoi. Puis ça colle tellement bien à l'ambiance de la famille. C'est vrai, après tout, ces types-là, ils peuvent pas mourir comme tout le monde, quoi. Donc 1973, première mort d'Aristote Onassis via son fils. Mais bon, il survit. La deuxième vraie mort, c'est 1975, quand les colonels sont partis. Et là, on touche à un côté un petit peu moins bling-bling du personnage, c'est que Onassis a su composer avec la dictature. De 1967 à 1975, Onassis, il fait avec. Alors, il fait avec pas par sympathie, il fait avec pour le business. Il a tellement investi d'argent avec Olympic Airways, quand les colonels font leur coup d'État, Onassis, ça l'affole un petit peu. Parce que tous les avantages obtenus, la concession jusqu'en 2006, les colonels, ils vont être d'accord. Parce que ce sont des militaires. Ils n'ont pas fait d'études économiques. C'est pas des financiers. Oui, c'est un petit peu la réaction qu'il a. Il y a un coup de froid, là, tout d'un coup. Comment faire? Il faut poser les questions. Les questions, à qui les poser? Au colonel. C'est comme ça qu'on envoie un ambassadeur de l'Empire Onassis rencontrer un ambassadeur des colonels. Et les colonels, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'ils ont besoin d'Onassis. Si Onassis se barre, la légitimité du nouveau régime, alors, tout va s'écrouler. Donc nous voilà repartis dans des nouvelles négociations. Et puis les colonels, ils ont besoin d'Onassis. Onassis a besoin des colonels pour préserver Olympique, pour préserver le tourisme et tout ça. Et c'est comme ça que ça commence. Sauf que, quelques années plus tard, ça va faire désordre dans la galerie. Et c'est à partir de là qu'Onassis, pendant quelques années en Grèce, le nom sera au purgatoire, quoi. Forcément. L'équation est vite établie. Onassis égale colonel. Sauf que, à partir de 73, Onassis, les colonels, les avions, les trucs, les avions un petit peu moins, mais les bateaux et tout ça, ils s'en foutent, quoi. Comme vous dites, oui. Et puis donc, avec le retour de la démocratie, les nouveaux maîtres du pays font comprendre à Onassis qu'il doit lâcher quelque chose. Forcément. Ce sera Olympic Airways. De toute façon, Onassis n'a pas le choix. Olympic Airways est par terre. Il y a eu le choc pétrolier. Il y a des mouvements politiques dans la Méditerranée, genre Ankara qui décide de faire ma base sur Chypre. Autre dossier que Onassis, qui tient à cœur d'Onassis, Chypre. Donc le tourisme dans la région se casse la figure, donc il y a de moins en moins de gens qui volent sur Olympique. Donc s'il y a moins en moins de gens qui volent sur Olympique, il y a moins en moins d'argent qui entre dans les caisses. Oui, mais les coûts du pétrole augmentent, flambent. Olympique est en état de quasi-faillite. Onassis n'a pas le choix. Il faut vendre. Oui, mais il ne peut pas vendre Olympic Airways, puisque Olympic Airways, c'était le fiston. Pour la première fois de sa vie, il s'intéresse aux avions. Bon, ses comptables, ses conseillers, tout ça, ils lui disent, écoutez, monsieur Onassis, non, ce coup-ci, ou on flingue tout l'Empire, ou on se sépare d'Olympique. Il va vendre Olympique. Il va gagner une belle somme, mais il s'en fout. C'est plus ça l'intérêt. Et à partir du 15 janvier 1975, Onassis lâche la rampe, c'est fini, terminé. Rideau.
Mars 75, le communiqué tombe, Aristote Onassis est décédé. Bon. Alors que reste-t-il de tout ça? À part des belles histoires, des anecdotes, plus ou moins vérifiées. D'un strict point de vue familial, il reste les neveux, les enfants des neveux. Alors certains acceptent quelquefois d'entrouvrir la malle au souvenir. J'y ai eu droit une fois. Il reste Athina Onassis, la petite fille, c'est l'unique héritière en droite ligne. Bon, si vous suivez un petit peu les affaires, il semblerait qu'elle est complètement rompue avec l'héritage hellène de la famille. Bon, alors pour la petite histoire, moi j'ai jamais pu l'approcher. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est très facile, hein. La plupart, elle est 6 mois par an en Belgique. Elle a longtemps vécu à Bruxelles, maintenant il semblerait qu'elle soit à Anvers. Avec mon éditeur, on a su approcher son secrétariat, enfin des gens qui gravitent dans son... Elle n'a jamais accepté même maintenant, au bout de toutes ces années, non, rien. On s'est dit, c'est pas grave, on sait à peu près quel lieu elle fréquente. Bon, on a lancé quelqu'un sur le coup. Les gardes du corps nous ont fait savoir qu'il ne fallait pas continuer. Bon. Donc, voilà. Je tiens quand même à écrire le livre. Bon. Donc, c'est pas de ce côté-là. Bon, et puis, il semblerait que... Bon, elle a divorcé et tout ça, il n'y a pas de petit bébé en route. Bon, c'est de ce point de vue-là, c'est assez triste. Il reste quoi? Il reste la fondation Alexandre Socrate Onassis. Le siège est à Athènes. Le siège social est au Liechtenstein. Et voilà, c'est en gros le seul élément concret qui reste de la flamboyante épopée d'Aristote Onassis. Et c'est peut-être finalement, est-ce que c'est pas finalement aussi bien comme ça? Parce que la fondation Onassis, elle n'est pas là juste que pour engranger des confortables bénéfices. Elle est là surtout pour entretenir des buts philanthropiques au service de la culture hellène. Donc ça finance des bourses d'études d'étudiants méritants. Il y a une antenne parisienne, il y a une antenne aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des interventions dans des programmes scientifiques, médicaux assez poussés. Il y a un magnifique centre de chirurgie cardiaque à Athènes. Ça, c'est tout cela est financé par la Fondation Onassis. Fondation Onassis, vous remarquerez, elle a été créée par Aristote. Mais elle porte le nom du fils. Donc, quelque part, c'est jouer coup double, quoi. C'est aussi une manière de faire vivre le souvenir du fiston, quoi. C'est d'ailleurs assez paradoxal, puisque quand on analyse les éléments, on se rend compte que Aristote a toujours pensé que son héritier, c'était Alexandre. Mais en fait, quand on voit comment ça s'est passé après, c'est surtout Christina qui avait hérité du don des affaires. Vous vous rendez compte, en 1975, elle se retrouve toute seule. Puis elle se retrouve toute seule héritière de l'Empire. Avec une situation explosive. Il y a toujours Jackie dans les parages. C'est la veuve officielle, donc il y a un héritage. Et bien Christina, elle va trouver l'astuce pour flinguer l'américaine. Bon, ça va lui coûter 20 millions de dollars. Mais l'américaine, elle est repartie avec son chèque. Et puis on n'en a plus jamais entendu parler en Grèce. Pour une gamine elle est née en 1950, elle a 25 ans. Tous ses avocats lui avaient dit, vous savez, ça va être long, il va y avoir un procès. Et... Donc, moralité de Christina, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et l'américaine, elle a touché son chèque et puis elle est partie. Bon. Un petit peu plus glorieux, Christina va s'imposer à la tête de l'Empire. Et
Et c'est vrai que sur les années 75 jusqu'en 84-85, bah, elle se débrouille plutôt bien. Elle anticipe même. Elle réoriente la flotte, c'est fini le temps des pétroliers, on va plutôt partir sur les supercontainers. Les grosses boîtes, vous savez, qu'on utilise pour faire de l'import-export avec les Chinois et tout ça. Très pratique. Bon, quand on voit l'explosion de cette activité-là aujourd'hui, elle avait su anticiper. Donc elle a un petit côté visionnaire, comme le papa. Bon, elle n'avait pas prévu qu'elle allait décéder en 1987 à Buenos Aires. Tiens, c'est marrant, Buenos Aires, le pays où tout a commencé, en Argentine. Donc cette fondation, bah, la fondation Onassis existe toujours. Elle est toujours propriétaire d'une flotte. Il y a toujours le pavillon Onassis qui flotte à travers le monde. Sauf qu'au lieu d'avoir 100 des plus gros pétroliers du monde, il n'y a plus que 17 bateaux. Et en plus, c'est même plus des pétroliers. Les pétroliers, ils doivent encore en avoir 2 ou 3. Et ça existe toujours. Et alors, là aussi, c'est assez inédit. Il doit y avoir 2 ou 3 fondations dans le monde. La fondation Onassis est complètement autosuffisante. Elle se finance par les résultats de son propre business. Mais comme ils sont au Liechtenstein, et que les règles comptables ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous, on ne peut pas en savoir plus. Il y a une opacité assez spectaculaire. Alors là aussi, est-ce qu'on a accès aux gens de la fondation? Oui, on peut correspondre avec eux, mais ils n'en feront pas beaucoup plus, quoi. Il y a une... comment dire? Enfin, ils sont méfiants. Moi, pour écrire ce bouquin-là, ça m'a quand même... il a dû se passer quelques années, toujours pour ce souci-là. Moi, je voulais voir des gens très précis. Ces gens très précis, ça m'a coûté 5-6 ans pour les convaincre de ma bonne foi. Donc, j'étais pas là pour faire un bouquin, pour toucher la rente sur le nom, quoi. Tout ce qui est dans le livre, ça a été vérifié, recoupé, tout ça. Ça marche? Bon, je vous ai assez barbé comme ça. On passe aux questions. Parce que j'ai forcément oublié des trucs, hein, ça c'est évident. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Première question. Sinon, on passe à la deuxième. Le décès de Onassis, mars 75. Le décès, oui. Mars 75. Officiellement, c'est une insuffisance rénale. Médicalement, c'est une insuffisance rénale. La vraie raison, c'est qu'il n'y croyait plus. Il n'y croyait plus. Malgré la Calas, parce que ça aussi, tout le monde croit que Calas, c'est fini en 68 quand il se marie avec l'américaine. C'est fini pendant 6 mois. En fait, le temps pour Aristote de comprendre que Jackie, elle est bien gentille, elle est sympathique, c'est vrai qu'elle a de l'affection pour lui, mais c'est de l'affection. À la mort de son fils, il n'y a que Christina. Il avait anticipé un petit peu? Non. Il avait... Non, Christina, il a essayé de l'intéresser au business quand elle avait 18-20 ans, mais c'était une ado instable. Bon, elle n'avait pas non plus les fréquentations qu'il fallait. Elle était bon, Christina, vous voyez un petit peu quoi. Un jour, elle est à Mannequin, le lendemain, elle est. Bon, elle pouvait pas non plus compter sur sa mère parce que bon, c'était aussi un sacré personnage. Mais donc Onassis n'avait pas spécialement compris, c'est pas sur sa fille qu'il aurait parié $1 pour la suite. Par contre, à partir de 73, bon, faut bien comprendre que Christina, en 73, elle perd son frère, en 74, elle perd sa mère. Donc il lui reste plus que papa. Alors déjà, papa, elle le situait très très haut. Mais alors là, c'est tout ce qui lui reste, c'est son radeau, c'est sa bouée. Donc là, la fille, elle va commencer à se dire, ben, il faut que je sois digne de mon papa. Comme ça, il sera content. Et là, d'une certaine manière, elle va commencer à changer un petit peu son regard. Elle va partir à New York et elle va essayer d'apprendre le métier. Ça, Onassis, il est un petit peu étonné.
Ça, il ne l'avait pas vu venir. Bon. Et il la confie au bon soin de son associé de toujours, là, son camarade, la Kostas Gratsos. Et Gratsos va se faire un plaisir d'aiguiller Christina Onassis. Et au bout de 6 mois, Gratsos va se rendre compte que Christina est une élève, sans jeu de mots, elle a le pif, elle a l'instinct, c'est une tueuse, et dans le métier il faut. Ce qu'il n'a pas vu venir Gratsos, c'est qu'à la mort d'Aristote, Gratsos se voyait bien prendre, il se voyait calife à la place du calife. Et il s'installe en qualité de calife. 24 heures après, Christina débarque à New York. C'est tout juste, elle n'a pas fait changer les serrures du siège de la Olympic Towers pour fiche Gratsos dehors. Et elle a eu, la petite de 25 ans, elle a eu la peau de Gratsos. Ça faisait 50 ans qu'il était dans le business. Elle l'a, symboliquement, elle l'a flingué, quoi. Elle a pris sa place. Tout le monde a été impressionné, tout le monde s'est dit, ah ouais, d'accord, c'est elle la boss. Ok. En fait, c'est comme dans la cour de l'école, il y a quelqu'un qui vous embête, vous voulez faire un exemple, vous choisissez quelqu'un qui est à votre portée, vous le mettez KO, tout le monde vous respecte après. C'était ça aussi, Christina. Monsieur Pellicanos. Est-ce qu'il a eu une histoire avec la principauté de Monaco ou à Patakès ou c'est juste le mythe? Non, non. Alors là aussi, c'est pas pour faire de la publicité pro-Onassis, mais Onassis a sauvé Monaco. Quand il arrive en 1953, la Société des Bains de Mer, elle est à la Relingue. Ah oui. Parce que c'est devenu vieillot, parce que Monaco, c'est une belle endormie, ça n'intéresse plus personne. La jet set, elle va à Capri, la jet set, elle va à New York, elle va à Miami. Monaco, c'est has-been. 53, 54, c'est Saint-Tropez, Vadim et Bardot. Ça aussi, ça va flinguer. Alors, c'est pas la même clientèle, mais ça va aussi contribuer à flinguer un peu plus Monaco. Et ça tombe bien parce que Onassis, comme il a des problèmes aux États-Unis, il y cherche un point de chute pour installer son siège. Donc, 4 de ces 4 matins, il arrive à Monaco. Il visite. Le climat lui plaît bien. L'architecture, ça correspond à ce qu'il a l'habitude de voir. Tout va bien. Il exprime le souhait de louer un local qui appartient à la SBM. Et la Société des Bains de Mer se demande si Onassis, finalement, ce ne serait pas un poisson pilote de la mafia américaine. La mafia américaine, à l'époque, elle est occupée à vouloir créer un deuxième Las Vegas. Ça marche tellement. Ça marche tellement bien à Las Vegas, on blanchit de l'argent comme on veut, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un deuxième? Monaco, c'est magnifique, il y a déjà les casinos, il y a déjà les hôtels. Bon, il faut repeindre ici, il faut moderniser là. Là, on va mettre une boîte de nuit avec des danseuses. On évitera de demander leur carte d'identité. Et comme ça va être super. Bon, il y a un prince, mais le prince, on va lui filer $1 million, il va la fermer, et puis on sera tranquille. Donc là, il y a une maldonne. Les monégasques ont peur d'Onassis, et Onassis est furieux parce qu'il a l'impression qu'on le prend pour un charlot. Donc on règle ça à la manière Onassis. On dit rien à personne, on s'arrange avec son agent de change parisien, et on rafle, à l'époque c'était possible, on rafle toutes les actions à la Bourse de Paris, toutes les actions de la SBM. Conseil d'administration au mois de juin 53, stupeur, quasiment 50% de la SBM appartient à un homme d'affaires grec, un spécialiste des bateaux, un type qu'on ne connaît pas, un type, son nom apparaît souvent, mais dans la rubrique économique des grands journaux sérieux de Wall Street. Onassis, c'est ça en 53. Hein. Le grand public ne le connaît absolument pas. Hein. Parfaitement anonyme. Et du jour au lendemain, il devient le grec qui sauve Monaco.
Les journalistes sont tellement contents d'avoir une bonne affaire comme ça, ils rebaptisent Monte Carlo Monte Greco. Forcément, au palais, mais bon, Régnier, c'est un homme d'État. Il a été élevé pour être le prince de Monaco. Et comme tout homme d'État, il a lu Machiavel, le prince. On a besoin de cash, Onassis a du cash, donc pour l'instant on la ferme, on prend ce qui arrive, et puis on verra bien. Et pendant une dizaine d'années, ça va marcher avec des hauts, avec des bas, mais c'est quand même assez fulgurant, hein. Tout de suite, Onassis, l'hôtel de Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est plus haut, il a 3 ou 4 étages en plus. Si vous prenez des photos par rapport à l'hôtel de Paris des années 20, il est beaucoup plus haut, il est beaucoup plus large. Ça, c'est l'héritage d'Onassis. On a gardé les murs et on a fait des extensions en imitant le style d'origine. Bon, le nombre de boîtes de nuit a été multiplié par 2. C'était très pratique parce que quand le Christina était à Monaco, alors là aussi le Christina, il était trop grand, il a fallu refaire le port. Qui c'est qui finance? Le port, c'est Onassis sur sa cassette personnelle. Rien à voir avec la SBN. Parce que sinon, on aurait abîmé le Christina. Et abîmer le Christina, c'est pas envisageable. Pas parce que c'est un bateau, non. Le Christina, il faut le voir comme une sorte d'autoportrait d'Onassis à cette époque-là. Okay, c'est un peu plus qu'un bateau. C'est son joujou, c'est son autoportrait, c'est son rêve, c'est sa maison. C'est quasiment la seule maison qu'il a eue toute sa vie. Donc, s'il y a une rayure dans la coque du Christina, mais il va tuer. Donc, on fait des aménagements dans le port de Christina pour aménager le Christina. Du coup, comme Onassis a lancé la mode des super yachts, ça va attirer d'autres milliardaires, puisqu'il y a la place. Ouais, sauf que Régnier, lui aussi, il a un yacht. Il fait 30 mètres de long. Christina, il fait 100 mètres de long. Il m'énerve, le grec. Il m'énerve. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Je l'aurai. Donc ça va être un petit peu les relations entre le grec et Régnier. Je te déteste, moi non plus. Mais je suis obligé de faire avec. Alors qu'au début, Onassis est prudent, hein. On a des restes de correspondance, des échanges entre le siège de Olympique Maritime et puis le palais. Onassis explique clairement, Régnier, vous êtes le chef politique, vous êtes le chef d'État, moi je ne conteste pas ça, chacun son rôle, vous la politique, moi le business. Voilà, sous-entendu aussi, moi je fais mon bazar, venez pas m'embêter, parce que moi je vous laisse faire votre bazar de votre côté. Bon, sauf qu'à Monaco, c'est tout petit, hein, il n'y a pas de place pour 2. Il y a aussi un problème qui gêne assez vite Régnier, c'est que Régnier, il constate que très vite la SBM devient bénéficiaire, mais qu'une grande partie des bénéfices échappe à Monaco. Et Régnier voudrait que 100% de l'argent gagné reste à Monaco pour financer les programmes immobiliers. Faut penser aussi que à Monaco, il y a 2 populations. Il y a la population cosmopolite internationale. En général, ça, ce sont des gens qui ont un très très fort pouvoir d'achat. C'est eux qui roulent en Rolls, qui ont les villas, les hélicoptères et tout ça. Et puis il y a la vraie population monégasque, ceux qui ont un vrai passeport monégasque. Ils sont nés là, de père en fils depuis X générations. Eux, ça ne veut pas dire qu'ils bossent, qu'ils roulent sur l'or. À Monaco, vous avez des HLM. Hein. Et en général, les vrais monégasques, c'est là qu'ils sont. Donc Régnier, il a conscience de ça. Et si on perd du flouze, c'est de l'argent en moins pour financer les programmes sociaux en faveur des vrais monégasques. Donc là, il va avoir un clash. Il y a un deuxième clash aussi plus anecdotique. Onassis a horreur des jeux d'argent.
lui, c'est pas moral. Ce qui est assez surprenant pour on s'attend pas à ce qu'Onassis ait des considérations morales. Ben si. Pourquoi? Ben, Onassis, il comprend très vite que faire venir des milliardaires à Monaco, c'est pas gênant. Tout à l'heure, là, de manière informelle, il y en a un qui parlait de la famille Agnelli. Agnelli, c'est quasiment la deuxième famille royale d'Italie. Bon, c'est Fiat. Alors, quand Agnelli vient au casino à Monaco, qui perd $1 million, mais on s'en fout. Agnelli, il pèse combien? 100, 150, 200 millions de dollars. Il perd 1 million au tapis vert, c'est pas la ruine de la famille. Au contraire, ça fera les beaux jeux de la presse spécialisée. Ça fera un titre dans Closer et puis on n'en parle plus. Monsieur Duschmurtz, distingué industriel en prothèses dentaires. Il a hérité son usine de son papa. Et c'est son papa qui a transformé l'atelier du grand-père en usine de prothèses dentaires. Monsieur Duschmurtz, c'est pas un milliardaire. Il a de l'argent, d'accord. Mais si Monsieur Duschmurtz, il perd son usine au tapis vert, c'est la ruine et la honte pour toute sa famille. Et c'est ça qui choque Onassis, d'accord? C'est cet aspect-là. Et malheureusement, un jour, il a le malheur d'en parler à Régnier. Et là, Régnier le met à sa place, mais vertement. Et là, c'est le deuxième round qui fait que les deux hommes... Alors, il y a un troisième round, c'est au niveau des femmes. À cette époque-là, Onassis s'est marié avec Tina Livanos, donc une héritière. Ils ont presque une vingtaine d'années d'écart. Tina est absolument somptueuse, magnifique. En plus, elle arrive à Monaco avant Grace Kelly. Donc, aux yeux de la presse, aux yeux du public, elle a un petit peu le titre officieux de princesse de Monaco. Elle présente bien, elle est sympa, elle est très cultivée. Bon. Et puis, il y a Grace Kelly qui apparaît dans le paysage. Et à Monaco, il ne peut pas avoir de princesse. Hein. Donc, il va aussi se friter sur ce genre de détails. C'est des broutilles, c'est des affaires de gosses. Bah non, à ce niveau-là, ça intervient aussi. Et puis en 1965, c'est le coup de grâce. Régnier fait son putsch. Il s'arrange avec des universitaires suisses qui montent une sorte de nation. Le père a fait fortune dans les briques à Boston. Et puis il a eu la sagesse de faire un trust, donc la famille Kelly, génération après génération, vous en faites pas pour eux. Et donc Régnier les appelle à la rescousse, et la famille Kelly va contribuer au pot commun, et les Grimaldi vont mettre sur la table $10 millions pour reprendre les actions d'Onassis de l'ASBL. Alors 10 millions, le coût est suffisamment bien préparé, parce que $10 millions, c'est en dessous de la valeur du portefeuille d'actions d'Onassis, mais c'est trop pour dire que c'est une spoliation. La somme de $10 millions, elle n'a pas été calculée au hasard, c'est pas un chiffre rond pour le plaisir, tout ça. Ça a été vraiment... Les universitaires suisses, ils ont planché comme des malades pendant quasiment 1 an pour arriver à ce compte. En fait, c'est 9 875 000... Bon, 10 millions, quoi. Ce qui fait qu'Onassis, et alors ces actions, ce sont des nouvelles actions qui ne peuvent être vendues à personne. Ce sont des actions qui sont achetées par l'État monégasque. Onassis ne peut rien faire. Alors, sur le coup, il va essayer de trouver un arbitrage international. Mais en fait, tout le monde lui explique que, en fait, Onassis est surtout vexé, quoi. C'est surtout de l'amour-propre. Et puis, il aimait bien raconter, on en revient toujours au mythe, au personnage, il aimait bien raconter, moi, le petit garçon des rues à Smyrne, je suis devenu l'égal des princes de Monaco, quoi. Bon, c'est pipeau, hein. On a vu qu'il était fils à papa, mais bon, ça faisait bien dans la galerie. En 74, c'est quasiment l'un des derniers voyages d'Aristote. Il se rend à Monaco. Régnier est choqué par le fantôme qu'il croise. Il l'invite à dîner au palais.
Et bon, en substance, Aristote a reconnu que en fait Régnier avait été son seul adversaire à sa taille, quoi. Et quasiment 3 mois plus tard, Aristote décède. En fait, Aristote a eu 2 vrais adversaires à sa taille, Régnier de Monaco et puis Jackie Kennedy. Une question? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu vraiment une guerre ou une vraie guerre entre Stavrouniakos et Onassis? C'est les journalistes qui ont surtout inventé ça. Il y a eu une guerre économique et financière, c'est vrai. Mais c'est tout. Oui, mais ça compte pas. Dans le business, il y a un dieu pour tous et chacun pour soi. Onassis c'était le parrain du fils Ambéricos. Ambéricos, donc c'était un autre grand nom de l'aristocratie du maritime. Ça ne les a pas empêchés de se tirer dans les pattes de manière... Par contre, après le décorum, j'ai le plus gros yacht, j'ai la plus belle Rolls, ça c'est des trucs... à la limite, Niarchos, quand il rencontrait Onassis, il se tapait sur l'épaule, et puis qu'est-ce qu'on va raconter comme connerie au journaleux, ça fera toujours passer 5 minutes. Mais voilà, quoi, il faut en prendre et en laisser. Par contre, c'est vrai que quand il y avait un marché à prendre, alors là, c'était la guerre atomique absolue, quoi. Ils s'espionnaient. Ils ont claqué un fric fou pour s'espionner, pour savoir ce que fait l'autre. Donc les bakchiches, mais c'est inimaginable. Ça, c'est vrai. Mais le reste, c'est pipeau, quoi. C'est pipeau. Puis, bon, on a affaire à des types qui ont un ego quand même assez développé. Donc il arrive un moment où ils aiment bien qu'on parle d'eux, quoi. Et Onassis, il est arrivé, donc ça c'est au milieu des années 60, une semaine où il n'y a pas son nom dans le journal, il a l'impression d'être en manque. Et c'est aussi un des paradoxes du bonhomme. C'est quelqu'un de très solitaire. Il aime bien être tranquille. Le meilleur moment qu'il passe sur son yacht, c'est le soir, il se met devant le yacht, il a une place. Il n'y a que lui qui peut se mettre là, il est tout seul, il regarde les étoiles, il écoute la mer, c'est son meilleur moment. Mais en même temps, le même bonhomme, il aime bien avoir Winston Churchill avec lui. Il aime bien avoir les starlettes. Il est ambivalent. Il a besoin des deux. La solitude pour se ressourcer, pour se retrouver, et puis le côté... il aime bien aussi se rassurer en rencontrant des gens qui comptent, quoi. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Moi, je voulais poser une question par rapport... vous avez dit qu'il avait une certaine moralité. Et comment peut-on avoir un comportement aussi immoral avec les femmes? Ou est-ce que c'était exagéré? Ou, voilà. Pour les femmes, on va mettre les points sur les i tout de suite. Il y a celles qu'il consomme. Et ça, il faut reconnaître que c'était un super actif. Et puis il a les femmes qu'il aime. Alors les femmes qui consomment, c'est très facile, il les calcule, craque, et puis terminé, on n'en parle plus. Là, il a un côté prédateur, comme dans le business. Grosso modo, il applique les mêmes ficelles. Les femmes qu'il aime, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout Onassis qu'il est, en fait, d'un point de vue sentimental, il n'a jamais eu beaucoup plus que 15 ans. Donc il se mélange les pinceaux, il hésite, il est 2 coups en avant, 2 pas en avant, pardon, 1 pas en arrière. Donc voilà. Bon, Calas, faut pas oublier, elle a aussi une psychologie. Alors c'est pas pour l'entasser, hein, mais la Calas, elle a une psychologie aussi qui est très particulière. Ce qui fait que c'est assez compliqué à gérer comme personnalité. Bon, voilà. Par contre, c'est vrai, il a fallu qu'il se marie avec Jackie pour se rendre compte que Calas était la femme de sa vie. Du coup,
6 mois après son mariage, Onassis, vous imaginez, Onassis avait installé Calas avenue Georges Mandel. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est à pied, à 10 minutes de l'appartement Onassis avenue Foch. Comme ça lui permettait d'accéder la nuit, vers 1h, 2h du matin, il allait à pied de l'avenue Foch à l'avenue Georges Mandel. Il attendait que les domestiques dorment, et puis, pensant que les domestiques ne se douteraient pas, mais les domestiques, ils dormaient d'un œil. Bon. Donc 6 mois après, il toque à la porte de Calas ne répond pas, il trouve une astuce, il se fait inviter à un dîner, elle n'est pas au courant, donc quand il sonne, elle l'ouvre, elle le trouve, et comme il y a des invités, elle n'ose pas faire un esclandre, elle l'accepte dans la salle à manger, et puis au bout de 5 minutes, chassé naturel, il revient en galop. Et sauf que Calas, là, elle connaît ses classiques maintenant. Elle a compris à qui elle avait affaire, donc elle lui propose un deal. Je suis très heureuse de te revoir. T'as envie de discuter, la porte est ouverte, et tu n'iras pas plus loin que le salon. Tant que l'américaine est là. Et donc on est, on va dire, courant 69. Donc de courant 69 à fin 72, Onassis est en train de préparer son divorce. Le but du jeu, c'est de se dépatouiller de l'américaine, parce que l'américaine, comme elle était conseillée par la Banque Lazare, elle s'est fait faire un contrat de mariage béton armé, hein, avec des canons autour, du barbelé, enfin tout, bien pensé. Mais on en était là, jusqu'à ce que cet avion s'écrase sur l'aéroport d'Athènes. Donc là, le divorce avec l'américaine. À propos de ce mariage avec Jackie, là, c'était quoi exactement? Un mariage de raison ou bien un mariage de vengeance? Jackie entre dans la vie d'Onassis du point de vue d'Onassis, oui, c'est un petit peu une vengeance. Il ne faut pas oublier qu'elle entre du vivant de John. Et Jackie a des comptes à rendre à John. Donc quand elle est invitée sur le yacht du grec, elle y va pour faire enrager John Kennedy. Et ça marche très bien. À Washington, ils sont tous fous. Bah ouais, Onassis c'est persona non grata aux États-Unis. Et la First Lady va sur le yacht du pirate. C'est inconcevable. Ça marche très bien. Bon. Ce que Onassis n'avait pas prévu, c'est le 22 novembre 1963. Et là, c'est à partir de là que ses calculs, sa stratégie, enfin tout s'écroule. Parce que Jackie, elle est sympathique, elle est tout ça, elle est désespérée, donc Onassis il va jouer un petit peu les bons samaritains. Et puis il est flatté un petit peu aussi. Hein. Mais à la base, faire entrer Jackie dans son univers, c'est du calcul. Les Américains, le monde politique américain a, excusez-moi du terme, emmerdé Onassis dans les années 50. Donc il se dit, je vais leur rendre la monnaie de la pièce. Puis après tout, il se rend compte que c'est ça le vrai pouvoir. Dans les années 60, Onassis, il a fait le tour de la question, gagner de l'argent. Il sait faire. Il n'a plus rien à prouver à personne. Se mêler, tirer les ficelles en douce du monde politique, ça c'est nouveau. Donc il y va. Tout le monde autour de lui dit Harry, arrête, c'est pas ton truc. C'est pas ton truc la politique. À chaque fois que tu as voulu faire de la politique, ça t'a explosé à la figure. Te mène pas de ça. Laisse. Je sais ce que je fais. Et puis de fil en aiguille, Jackie, le grec, elle va le trouver. C'est vrai que le grec, il ressemble à rien de ce qu'elle connaît. Il est en super forme. Jackie, John, point de vue santé, c'était pas top. Hein. À la fin de sa vie, John, il y a des moments, il était tellement assommé par les médicaments, il n'était pas clair. Ce qui est rassurant pour un type qui avait l'arme atomique à disposition. Bon.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Les Kennedy sont riches, oui, mais comme John, il a des frères, des neveux, des trucs, le trust Kennedy, bah, à force de distribuer de l'argent, et Jackie, elle passe ses nerfs en achat compulsif. Deuxième limite. Onassis, lui, le type, dans les années 60, il a résolu tous ces problèmes-là. En plus, il est à l'aise partout. Il connaît tout le monde. Jackie, elle est fascinée. Donc il y a un moment, oui, elle commence à regarder Onassis comme une midinette. Mais une midinette qui connaît son prix. Donc il se passe un jeu de dupes. Onassis est de plus en plus curieux de découvrir Jackie de manière plus avancée. Jackie est très bien consciente de ce qui se passe dans la tête de Onassis. Et Onassis a un atout dans sa manche. Robert Kennedy. Tant que Robert Kennedy est vivant, rien n'est possible. Donc Onassis commence à faire miroiter à Jackie, bah écoute, peut-être qu'on pourrait se marier et tout ça. Ouais, mais comme Jackie, elle a promis à Bobby de rien faire, bah les deux se mènent en bateau. Par contre, ce que Onassis n'avait pas prévu, c'est juin 68, l'assassinat de Robert. Alors ça me fait mourir de rire. Vous avez un auteur américain qui a écrit un bouquin où il explique qu'Onassis a quasiment pressé la détente qui a tué Robert. Il faut peut-être arrêter. Hein. Onassis n'avait aucun avantage à faire flinguer Robert Kennedy. L'assassinat de Robert Kennedy a été beaucoup plus vécu douloureusement par Jackie que celui de John. Parce que là, vraiment, elle a cru que le monde s'écroulait, elle a vraiment cru que le prochain, ça allait être John Junior ou Caroline, les enfants qu'elle a eus avec John. Donc là, vraiment, elle est dans une phase de dépression nerveuse, elle est vraiment... et Onassis se dit, je ne peux pas la laisser tomber maintenant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, il a perdu son allié objectif, le type qui pouvait le protéger d'un éventuel vrai mariage. Et comme il a promis quand même de se marier avec Jackie, en se disant bien qu'avec un tel argument, elle ne se refuserait pas à lui, bon, là il est pris à son propre jeu. C'est la première fois de sa vie qu'il est pris dans une impasse et qu'il ne peut pas s'en sortir. Sa fortune, bah, il ne peut pas signer un chèque, c'est quand même pas une dame de petite vertu. Là, il est pris. Alors ça serait Niarchos, ça serait vite réglé. Niarchos, il l'aurait laissé tomber en plan, il l'a fait avec la fille Ford, il l'aurait laissé tomber en plan, et puis il serait passé à autre chose. Et Onassis se dit, moi je suis pas Niarchos, je suis mieux que lui. Je peux pas me défiler. Si vous prenez les photos du mariage, vous verrez, Jackie est radieuse. Aristote, le sourire est largement crispé. Hein. Parce que Aristote, il y a un moment, il s'était plus à penser, je vais continuer avec Calas, et puis quand je serai fatigué de Calas, j'irai me ressourcer auprès de Jackie. Jackie, elle connaît ses classiques et elle ne veut pas jouer la 5e roue du carrosse. Elle veut tout. Alors au début, ça va très bien marcher, ça va très bien fonctionner. Pendant 6 mois, bon. Et puis au bout de 6 mois, ça va commencer à se... C'est pas que ça se dégrade, c'est que ça se déglingue. Jackie va vouloir aussi se mêler de ce qui se passe sur le yacht. D'ailleurs, à cette époque-là, c'est symbolique, c'est anecdotique. Mais quasiment tout le personnel sur le yacht change. À partir du moment où l'américaine entre, et ça, Aristote, il supporte pas. Donc c'est tous des petits trucs comme ça qui font que jour après jour, facture après facture, dispute après dispute, éloignement après éloignement, bah voilà quoi. Et puis bah, il arrive un moment où il se rend compte que bah, Jackie elle ne le comprend pas. Il n'y en a qu'une qui peut le comprendre. C'est Maria.
Donc tout était en voie de normalisation. C'est pour ça, quelquefois, en salon du livre ou en présentation, il y a des gens qui ouais, Calas, 168, c'était fini, il l'a brisé, Bah non, tout était en train de se normaliser. Tout était en train de s'organiser pour que, au contraire, Calas et Onassis s'unissent. Bon, le destin n'a pas voulu ça. Et au final, bah, la seule qui tire les marrons du feu, c'est Jackie, parce qu'elle est morte dans les années 90, 94 si je me souviens bien. Elle les a tous enterrés. Aristote meurt en 75, Maria Callas meurt en 77. Voilà quoi. Je sais pas, encore une dernière. Oui. Je suis vraiment désolé, il nous reste une demi-heure. Voilà. Je sais qu'on rentre dans des choses très intéressantes maintenant. On continuera dans la pièce à côté. Oui, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent continuer. Pour ceux qui veulent approfondir, on peut passer à côté. Et puis bon, c'est beau aussi. Et puis j'ai des petits souvenirs dans la caisse là. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment approfondir, là on a vraiment été sur la face émergée de l'iceberg, la face immergée dans le bouquin.